Vous êtes comédienne. Comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision. Vous êtes aussi athlète. Athlète de haut niveau, elle a été championne de France du 60 mètres en salle et vice-championne de France du 80 mètres. En 1993, elle a intégré l'équipe de France et a gagné en 1995 le championnat de France du 4 x 100 mètres. Vous êtes aussi juriste. Titulaire d'un DESS de droit de l'homme, droit humanitaire à Assas et d'un DEA droit international à Paris 2, Rachel Kahn a été juriste. Vous êtes aussi politique. Lorsqu'elle a intégré en 2009 le cabinet de Jean Pauluchon en tant que conseillère à la culture, ou lorsqu'elle conseille aujourd'hui Emmanuel Macron sur les sujets de laïcité et d'esprit républicain depuis 2021. Vous êtes aussi écrivaine. Les grandes et les petites choses est son premier roman, publié en février 2016 aux éditions Anne Carrière. Elle a contribué à l'ouvrage collectif « Noir n'est pas mon métier », écrit par 16 comédiennes sur la place attribuée aux comédiennes noires dans le cinéma français. Excusez-moi, je gère le verre qui tombe. Et plus récemment, bien évidemment, son essai intitulé « Racée ». Rachel Kahn, vous êtes tout cela à la fois et bien d'autres choses encore dont nous allons parler ce soir. Et l'idée de ne pas être rangée dans une case m'a tout de suite plu dans votre parcours et dans votre personnalité. Vous êtes une additionnée, selon vos propres termes. Femme européenne et africaine à la fois, binationale, française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes, animiste, blanche et noire. Quelque part, nous sommes tous des additionnés. Et il s'agirait de ne pas ranger, encore une fois, trop vite les personnes qui nous entourent dans des cases. En ce qui me concerne, je suis petite fille d'immigrés d'Italie, d'Espagne et d'Algérie, sociologue, députée, maire, urbaniste, voyageuse du monde, criminologue, fonctionnaire, catholique, athée et héritière de croyances de la cartomancie en même temps. Française, bien sûr, américaine et arménienne de cœur. Nous sommes tous des additionnés et nous ne nous résumons pas à une seule partie de ce qui nous compose. Vous le savez peut-être, mais depuis le début du mois, se tient à Grenoble un événement politique faussement culturel, le mois décolonial. Notre rencontre est une réponse à ce mois décolonial financé en partie par les impôts locaux et donc tous les Grenobloises et Grenoblois qui se trouvent dans cette salle. Le décolonialisme, c'est quoi? Selon l'idéologie décoloniale, nous serions tous encore colonialistes en France, dans notre culture, notre imaginaire, notre inconscient, notre manière d'être, en quelque sorte. Tous colonialistes, y compris les générations qui n'ont jamais connu le temps des colonies. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance de l'Algérie, entre autres. C'est non seulement outrancier de penser que de la sorte, mais c'est également faux. Car sur ce point, l'idéologie décoloniale allègue l'exact contraire de ce que nous montre sans équivoque l'histoire des sociétés démocratiques. Le fait même que les sociétés démocratiques naissent ou renaissent et se développent malgré leur histoire. Il n'y a en matière de guerre notamment, et c'est d'actualité, y compris quand il s'agit de guerre coloniale, ni de responsabilité collective, ni de responsabilité transmissible. Ce n'est pas un détail. C'est ce qui permet à un peuple, ou même à une génération, de choisir son destin. Selon l'idéologie décoloniale, il existerait également en France non pas seulement du racisme et des Français racistes, car tel est le cas, mais les mots sont très forts. C'est un racisme structurel et institutionnel. Notre République française, notre nation, notre démocratie serait donc intrinsèquement raciste, comme elle serait intrinsèquement colonialiste. Entendons-nous bien. Être décolonialiste, ce n'est pas penser que nos compatriotes issus de l'immigration souffrent de discrimination. Discrimination dans l'accès à l'emploi, discrimination dans l'accès au logement, discrimination raciste, et de ce fait qu'ils font partie des couches sociales les plus en difficulté et les plus opprimées de notre société. Tout un chacun d'un peu sensé peut le penser et le constater, sans pour autant être décolonial. En revanche, penser non seulement que la République ne peut pas résoudre ces discriminations, mais également que la République entretient, voire génère ces discriminations et en conséquence que seule une lutte active anti-républicaine, anti-universaliste et anti-occidentale pourrait contribuer à lutter plus efficacement contre ces discriminations. C'est cela, être décolonialiste, et c'est très inquiétant. Car le décolonialisme sépare les gens. Il sépare les blancs des non-blancs. Selon eux,
l'État porte un système visant à exclure les populations issues de l'immigration coloniale. Les Blancs ne sont plus alors des concitoyens, mais des ennemis contre lesquels il faut s'organiser et se réunir dans des réunions dites non mixtes et donc interdites aux Blancs. L'une de leurs porte-voix affirme sans scrupule: les Noirs, les Arabes, les immigrés, les gens du voyage n'ont aucune importance aux yeux de l'État, qui se veut pourtant démocratique et dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Mais finalement, qui est blanc? Qui est noir? Cette séparation qui pousse au séparatisme a-t-elle un sens? À l'inverse, nos échanges avec Rachel Kahn ce soir ont pour but de nous rassembler, de célébrer ce qu'il y a de commun en nous, notre humanité, d'essayer de se comprendre et d'arriver à s'appréhender comme égaux et concitoyens. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'avais 21 ans, je suis partie faire une année d'études aux États-Unis à Washington College dans l'État du Maryland. Dès le premier jour, à l'occasion de mon inscription à l'université, j'ai été confrontée à une différence notable entre les États-Unis et la France et qui a marqué profondément mon esprit. Dans le formulaire que je remplissais, je devais cocher ma race. Oui, ma race. J'avais le choix entre afro-américaine, native américaine, American, ça veut dire amérindien, hispanique, caucasien, asiatique, autre. Ne sachant pas trop quoi cocher entre la case hispanique et caucasienne, vu mes origines, je me suis dirigée vers la dame de l'accueil qui m'a regardée et qui m'a dit « caucasienne ». C'est un moment qui m'a marquée, car à défaut d'être additionnée, j'étais à ce moment-là résumée à la couleur de ma peau, de mes yeux et de mes cheveux. J'étais appauvrie de toutes mes richesses et de ma diversité intérieure, intime, culturelle, sociale, familiale, ou encore de la richesse que j'avais choisie. C'est donc à 21 ans que j'ai été saisie par la question de la race, du racisme, de l'essentialisme et plus globalement de qui je suis et encore plus globalement de que sommes-nous et comment nous définir. Vous comprenez mieux donc pourquoi je me suis intéressée aux travaux de Rachel Kahn et aux notions de personnes racisées ou racées. En France, le mot race a disparu, y compris dans presque tous les textes de loi. Le concept biologique est devenu obsolète. Mais le concept sociologique, lui, est en résurgence ces dernières années dans notre pays. Certains l'ont remis au goût du jour, et pas ceux que l'on croit le plus évident, à l'extrême droite. Non, c'est bien pire. Ceux qui s'affichent défenseurs des opprimés, ceux qui s'affichent antiracistes autoproclamés de gauche, sont ceux qui ravivent la notion de race. Quelle ironie, n'est-ce pas? Et le racisme est un sujet beaucoup trop important pour le laisser aux mains des décolonialistes. Pour tout vous dire, le mot même de décolonialiste me dérange, parce qu'attention, il ne s'agit pas là de personnes se réunissant pour débattre des drames de la colonisation. Si tel était le cas, j'y serais moi-même. Et s'opposer au colonialisme n'est pas défendre la colonisation. Personne ici ne nie le caractère profondément inhumain et brutal de la colonisation, le résultat cruel de la vanité humaine qui efface l'histoire et la mémoire des peuples qui étaient pourtant chez eux. Avec la vanité de croire à l'époque qu'une civilisation devait s'opposer aux autres et qu'il existait une hiérarchie entre les hommes, les colons entreprirent d'éduquer et d'asservir des autochtones, pensant détenir la vérité. Persuadés d'être face à des primates ou de simples d'esprit ou d'esprits profanateurs, n'ayant aucune culture, aucune valeur. La colonisation historique n'est pas le sujet de l'idéologie décolonialiste. Le plus grand mal que l'idéologie décoloniale fait à la République est de lui nier son universalisme. Cet universalisme qui transcende les identités de chacun, qui reconnaît la possibilité à chacun de participer à un projet collectif, celui de la République, sans que sa foi, sa couleur de peau ou qu'aucune de ses caractéristiques acquises ou héritées ne lui soustrait le droit d'appartenir à notre République. À bien des égards, cet universalisme est en danger parce que nous doutons de la capacité de l'empathie de l'autre. Les décoloniaux estiment que les différences entre les groupes sont plus profondes que les points communs dus à leur humanité. Selon eux, quelqu'un d'aisé ne comprendra jamais le calvaire d'une personne précaire. Les hommes ne comprendraient pas ce que c'est que de vivre comme une femme qui a peur du harcèlement sexuel. Les Blancs n'ont pas idée de ce que l'on peut ressentir à craindre d'être injustement pris à partie par la police en raison, par exemple, de sa couleur de peau. Pourtant, chaque citoyen est en réalité parfaitement capable de comprendre les problèmes et les priorités des autres, d'entretenir une solidarité politique au sens noble, réelle, et de construire une culture commune
nationale authentiquement partagée. Un homme n'a pas besoin de faire l'expérience du harcèlement sexuel pour en reconnaître l'injustice. Pas plus qu'un blanc n'a besoin de faire l'expérience du racisme pour en dénoncer l'horreur. Léon Gambetta écrit « Le but sacré de la République n'est pas de décréter des égaux, c'est d'en faire ». Au-delà de pouvoir échanger avec une intellectuelle brillante, ce soir sera l'occasion pour nous de nous questionner sur notre pacte républicain. De quoi est-il composé? Comment y faire adhérer les citoyens et les jeunes générations? Et surtout, comment continuer de former une communauté de destin? Alors, merci de votre soirée et bonne soirée. Merci de votre présence, je suis touchée et très émue. Merci de votre présence et excellente soirée à tous. Bonsoir. Je suis ravie d'être à Grenoble ce soir, vraiment. C'est une ville que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs j'ai pas mal d'amis et ça me fait vraiment plaisir. L'occasion fait le larron. En fait, Comment? Ah, le micro. Oui, merci. En fait, j'entendais le mois décolonial. Je ne suis pas là pour ça, hein, mais c'est juste parce que c'est... Et donc, je me suis replongée un petit peu dans le moi de Freud. Le moi est un pôle défensif dans le conflit névrotique. Il défend l'accès à la conscience d'une représentation inconciliable avec le bon plaisir du sujet. Voilà, c'était pour la blague du moi décolonial. Il faut toujours commencer par soi-même. En général, on est souvent son propre bourreau. Je suis ravie d'être ici, et notamment dans cette période électorale, mais j'aimerais vous raconter juste le parcours de cette année. Mon essai « Racé » est sorti il y a exactement 1 an. Et très rapidement, et j'en parlerai plus tard, je détaillerai un petit peu pour les personnes qui ne l'ont pas lu, au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a eu un bad buzz, on dit, hein, autour de cet ouvrage, alors même que j'avais le sentiment de rappeler simplement nos fondamentaux républicains. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui nous font croire que ce qui est dans la Constitution est inconstitutionnel. Donc, c'est quand même assez sidérant. Mais vous dire aussi que par rapport à Racé et ce que je défends, donc cet humanisme à la française, cet universalisme, et vous avez rappelé tout à l'heure mon pédigré, c'est qu'il y a eu aussi un soutien dingue par rapport à ces mots et ce texte. Un soutien assez touchant parce que c'était véritablement toutes les catégories de la population, tous les territoires. Et ça veut dire aussi qu'on parle souvent de cette majorité silencieuse. Il faudrait que la majorité présidentielle ne soit pas silencieuse le 10 avril et qu'elle aille évidemment voter très fortement. Mais pour vous dire que notre ennemi aujourd'hui, c'est véritablement nous-mêmes, c'est-à-dire cette autocensure. On n'ose pas dire qu'on aime la France, on n'ose pas dire qu'on aime cette République, on n'ose pas dire que nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, eh bien, c'est ce qui nous émancipe, c'est ce qui nous a fait grandir. Et je crois qu'il faut faire attention dans cette période de ne pas succomber aux intimidations. Une semaine après la sortie du livre, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, enfin plutôt des non-réactions, des silences de certains amis, de la lâcheté, d'autres qui se disaient les garants d'une neutralité. Quand on est dans une bataille sur nos fondamentaux, être neutre, c'est être dangereux. Je pense à la laïcité. La laïcité, ce n'est pas la neutralité. La laïcité, il faut se battre pour la laïcité, pour la maintenir vive. C'est ce qui nous permet de vivre en considérant l'autre.
Et puis, donc, il y a eu ces personnes qui prônent finalement le pas de vaguisme. Pas de vaguisme, on sait qu'il y a des périodes de pas de vaguisme qui nous ont fait basculer dans l'horreur. Et puis, il y a eu un homme, candidat aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui tout de suite m'a apporté son soutien, mais ce n'était pas simplement un soutien, c'était pas simplement un courrier ou je ne sais quoi, c'était un soutien réel, un soutien pas psychologique, mais en tout cas, il était extrêmement présent. Il a mis en place des choses pour que je puisse être accompagnée, parce que lorsqu'on reçoit un flot comme ça de menaces jusqu'à son travail, jusqu'à chez soi, on a peur pour ses enfants, on a peur pour sa vie. Et donc, Emmanuel Macron a été présent. Et puis après, dans ce que je défendais dans le livre, et notamment cette République, ces valeurs qui nous permettent vraiment d'être et de construire et d'être en relation, et ben on a pu échanger aussi sur les questions de discrimination, sur l'égalité et progressivement échanger sur ce pacte républicain qui fait partie du programme et qui véritablement a deux piliers. Je ne vais pas vous faire toute la série du programme, vous le connaissez déjà ou vous irez le voir, mais en tout cas, c'est un projet moi, que j'affectionne beaucoup, puisque c'est vraiment les deux piliers fondamentaux. D'un côté, les droits que nous avons, il va falloir se battre véritablement pour ces droits-là, c'est-à-dire le fait de ne pas être discriminé dans notre pays, le fait d'avoir cette égalité mise en œuvre. Et puis, de l'autre côté, eh bien, être ferme et dur sur tout ce qui engendre le séparatisme, tout ce qui peut nous séparer, et puis que d'un geste ou d'un mot ou sur des choses plus graves, que ce soit les attentats, les ennemis de la République, nous avons tous une responsabilité aussi individuelle à les affronter. C'est ce que j'ai fait dans ce texte Racé, vous dire que j'ai voulu écrire quelque chose, et vous parliez du mois décolonial. En fait, moi, je suis touchée parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, triste anniversaire, du décès de mon père de cœur, Manu Dibango, qui est parti il y a 2 ans. C'était un des premiers à partir du Covid. Et cet homme-là, cet artiste-là, il m'a accompagnée lorsque j'étais jeune. Il m'a tendu la main lorsque j'étais jeune. Et lorsque j'écrivais, effectivement, Racé, c'est aussi son humanisme et son universalisme qui m'a porté. C'est lui qui m'a appris, notamment, que les artistes sont les législateurs de l'ombre. Et c'est-à-dire qu'il faut préserver ces artistes. Et on le voit avec la guerre ukrainienne. On ne fait pas attention aux artistes en temps de paix, mais en temps de guerre, ils sont là pour nous rappeler nos humanités. Et par ailleurs, dans sa musique, cette musique qui nous tisse les uns les autres, dans ses vibrations, qu'un artiste, un écrivain, eh bien, son origine, c'est la bibliothèque. Et ça, c'est tout à fait français, c'est tout à fait le pacte républicain. Nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui nous retrouvons autour de nos fondamentaux que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Alors moi, j'ai voulu écrire ce texte-là, puisqu'effectivement, ces dernières années, on a bien senti que il arrivait des mots, il arrivait des conceptions qui nous séparaient, qui séparaient nos humanités. Vous l'avez rappelé, moi j'ai fait un doctorat en droit, et notamment une spécialisation en droit européen, mais aussi en droit de l'homme, avec un travail de recherche sur le principe de non-discrimination. Et lorsqu'on est là en train de batailler contre les discriminations, pour la tolérance, main dans la main, et dans tous les sujets, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit dans le sport, et que vous voyez en fait apparaître une vision de l'antiracisme qui rejoue finalement
la ségrégation et qui rejoue en fait, les inégalités à l'intérieur d'elle-même, moi, j'ai ressenti ce besoin de réagir tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est que, et vous l'avez rappelé, Noir n'est pas mon métier, c'est un livre dont je suis très fière, Noir n'est pas mon métier. C'est-à-dire que ça, c'est très précisément le fait d'avoir notre population portée à l'écran, au cinéma, et puis dans tous les métiers, c'est extrêmement important. Mais après, de faire de Noir n'est pas mon métier un métier, de faire que les personnes qui ont écrit dans ce livre, et notamment moi, je ne puisse pas m'exprimer parce que je suis noire, c'est ça la discrimination. Ma pensée, elle est individuelle. Et donc, je vous rappelais tout à l'heure que les esclaves, ils n'avaient qu'un désir d'affranchissement. Les esclaves avaient ce désir d'avoir un nom et un prénom et de pouvoir penser pour eux-mêmes dans leur récit intime propre. Aujourd'hui, d'être assigné finalement à cette identité carcérale que serait ma couleur de peau et d'une injustice sans nom et d'une violence sans nom. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai mes propres pensées, j'ai aussi l'amour de mes parents, de ces origines afro-yiddish, avec, moi je suis née d'un chaos de l'histoire, je suis née du chaos de la Shoah, puis l'autre chaos, la colonisation, puis l'immigration. Et je suis cette imprévisibilité française. Et je le répète souvent, je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France. Et c'est grâce aussi à ce principe de laïcité que mes parents ont été assez audacieux. Ils s'aiment encore. Et ils se sont aimés pour me concevoir. Et ça, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Et c'est celui que j'aimerais faire partager au plus grand nombre, et notamment à nos plus jeunes. Alors oui, c'est-à-dire nous dire que nous sommes en 2022, que Manu Dibango, comme mon père, ont vécu les indépendances. Et qu'en Afrique, on est très respectueux de ce qu'on appelle les vieux, nos vieux. Donc, je ne sais pas si c'est très respectueux de se faire croire que nous, en 2022, en France, à Grenoble, on va décoloniser quelque chose. Qu'on lutte contre le racisme et l'antisémitisme et toutes les formes d'intolérance, absolument. Qu'on puisse aussi mettre en avant ce qui s'est passé dans l'histoire coloniale, c'est extrêmement important. En revanche, n'avoir comme solution pour les questions de discrimination, n'avoir comme solution que de pointer le blanc du doigt ou l'homme blanc ou je ne sais quoi, de faire en sorte que les gens s'agenouillent pour demander pardon, ce n'est pas la finalité en fait. Je ne vois pas en quoi ça va nous réparer. Ça ne fait que nous diviser encore. Et franchement, après la période Covid qu'on a vécue, après les fragilités mondiales dans lesquelles nous sommes, on a plutôt besoin de se serrer les coudes et de faire front face à toutes les discriminations et toutes les formes d'intolérance. Et c'est ça le pacte républicain. Et c'est ça, cet humanisme qui transparaît, le candidat l'a dit, qui transparaît dans tout le projet, de mettre l'homme au centre, l'individu au centre, et un citoyen, normalement, de faire en sorte que nos enfants deviennent des citoyens éclairés, des êtres de raison, ayant leur propre pensée et leur propre parcours et le meilleur parcours de vie possible. Vous parlez en fait de juste mon ouvrage et vous parlez des mots. On a beaucoup effectivement parlé de séparatisme. Et moi, je commence cet ouvrage, en fait, il y a 3 chapitres. Il y a les mots qui séparent, les mots qui vont nulle part. Et donc, une tentative de trouver quoi faire maintenant pour ne pas être dans la discorde, mais plutôt en démocratie, dans le dialogue, et pouvoir échanger, même si on n'est pas d'accord, mais trouver des solutions pour nous réparer. Les mots qui séparent, ce sont des mots qui, pour moi, c'est le premier pas vers le séparatisme. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de racisé. Lorsqu'on vous définit en tant que racisé, eh bien, on vous coupe tout simplement
de votre humanité, on vous déshumanise, on considère votre couleur de peau et on fait en sorte que la société française se sépare en deux entre les racisés et les non-racisés. Ça, c'est contraire au pacte républicain et c'est un mot qui est peut-être la première marche du séparatisme. Et c'est pourquoi, moi, j'ai voulu appeler ce bouquin « Racé », parce que déjà parce que c'est un joli mot de la langue française. Ça, c'est ma casquette Bernard Pivot. Et puis, parce que aussi, il a plusieurs définitions et que j'ai rajouté une définition à celle qu'il a déjà, c'est-à-dire, pour moi, racé, dans ce cadre-là, c'était le fait d'avoir plusieurs racines en moi, donc juive, musulmane, enfin, plusieurs racines, plusieurs cultures, on va dire, en moi. Donc, c'était un pied de nez, puisque nous sommes un peuple extrêmement politique, d'abord, extrêmement mélangé, ce qui fait que la grande histoire traverse les grandes histoires traversent notre pays. En fait, la question, c'était aussi de répondre, et une nouvelle fois, sans nier les discriminations, mais de bien noter que les identitaires réfléchissent tous de la même manière, que ce soit à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Le fait de remettre effectivement cette race au centre, et c'est ce qu'appelait Lacan. En fait, Lacan disait qu'on avait, quand on était dans cet état de souffrance, un signifiant maître qui effaçait finalement votre individualité. C'est pour ça que je parlais du moi décolonial, mais je pense qu'il faudra creuser d'un point de vue psychanalytique. Alors, le fait d'être déshumanisé par sa couleur de peau, j'ai voulu véritablement exploiter aussi ce fait-là pour bien démontrer cette conjugaison entre les anciens, on va dire les anciens bourreaux et les anciennes victimes. Parce qu'en réalité, leur récit est très précisément le même. Vous êtes un troupeau, vous n'avez une couleur de peau, vous ne pensez plus par vous-même, et par ailleurs, la France vous déteste, la police vous déteste, nous sommes dans un état de racisme systémique. Il était pour moi intolérable de pouvoir me taire. En fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que je ne pouvais plus me taire face à cette situation. Donc, j'ai parlé. Et là, c'était une mise en abîme, au fond, parce que le fait de parler, et d'ailleurs, c'est dans le livre où j'écris, le fait de parler et de dire à quel point j'aime la France et nos fondamentaux, on va me traiter de banania et on va me traiter de bounty et de trucs de service, etc. Bon. Et ben, ça n'a pas loupé. Voilà. Donc, ça montre bien à quel point ces personnes-là n'ont pas lu le livre, hein, puisque sinon elles n'auraient pas fait cette erreur, parce que c'était vraiment la mise en abîme de ce que je raconte. À partir du moment où nous sommes des individus, ces êtres parlants, et qui nous dégageons du signifiant maître pour être en liberté avec la découverte de ce que nous sommes, une personne en mouvement qui tente de se réinventer chaque jour, vous êtes un traître. Mais un traître à qui? En tout cas, pas un traître à moi-même. Le moi décolonial. C'est cette question de l'identité qui nous est posée aujourd'hui. Et c'est assez triste, en fait, parce qu'ici est appréhendée l'idée d'identité pas en tant qu'individu, mais l'identité en tant qu'identique. À partir du moment, donc en fait, vous êtes dans ces groupes-là un clone qui n'a pas sa propre voix. Et si vous n'avez pas votre propre voix, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. La démocratie, c'est très précisément d'avoir sa propre voix. C'est Édouard Glissant qui disait cette phrase: « J'ouvre au monde le champ de l'identité pour en faire un multiple en mouvement. » Et c'est ça, si on est là aujourd'hui, si on se bat en politique, si on se bat pour préserver nos fondamentaux, c'est pour être dans cette liberté-là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je sais que l'heure tourne et puis comme ça, on laissera la place à des échanges.
Et voilà, donc souligner le fait que ces mots qui nous séparent sont des fabriques de mots qui nous viennent des États-Unis. Alors, c'est donc cette colonisation américaine pour la décolonisation de je ne sais pas quoi, des fabriques des États-Unis qui viennent des États-Unis pour réduire le monde et pour nous réduire également. Je vais juste par rapport à ces incohérences, parce que c'est quand même important par rapport aux ennemis de la République de souligner ces incohérences. La décolonisation, et ça c'est un de mes sujets en droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Bon, là, on a en plus le cas avec l'Ukraine. Et en conséquence, c'est le droit des individus aussi à disposer d'eux-mêmes. Sauf qu'en fait, ces dogmes-là ne vous permettent pas de disposer de vous-même. Ensuite, très souvent, on l'a entendu, ce mot, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Or, lorsque l'on défend ce pacte républicain, et lorsque surtout on défend cette volonté de réparer et jamais de faire un déni sur ce qui véritablement doit être amélioré, tout de suite, vous êtes traité de facho. Alors, où est l'amalgame? Ensuite, c'est peut-être revenir sur ce mot diversité. Moi, je milite d'un point de vue personnel pour qu'on laisse ce mot à sa place. Pour moi, la diversité, évidemment, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes. La diversité, c'est nous tous ici, en étant mélangés. Et puis, c'est surtout notre diversité intérieure. Lorsque l'on est comédienne, on doit travailler sur cette diversité pour être à chaque fois un autre. C'est Gérard de Nerval qui disait « je est un autre ». Et bien, c'est ça, de trouver l'autre en soi pour être dans cette diversité-là, une diversité intime. Les réunions en non-mixité prévoient de la diversité en non-mixité. C'est très compliqué. Les diversités en non-mixité... Non, mais bon. Non, parce que comme il y a eu le moment des réunions en non-mixité à la sortie du livre Racé, moi, ça, c'était un... Bon. En tout cas, sur la question de la diversité, de vouloir créer une diversité homogène, on voit à quel point on est dans quelque chose d'ubuesque et d'incohérent. Bon. Ensuite, sur la question de la décolonisation et de la domination. On doit lutter contre quelque chose aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autocensure. Parce qu'à force de nous dire le dominant, le blanc, l'Europe, l'Occident, le dominant, les minorités sur les réseaux sont tellement dominantes, en tout cas, on se comporte véritablement comme des prédateurs dominants, ce qui fait que vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de parler et vous vous coupez de la liberté d'expression. Un de nos droits les plus fondamentaux est cette liberté d'expression qui fait que nous sommes humains, nous sommes dotés d'un langage. Toujours dans les incohérences, l'émancipation, ce qui fait qu'on a eu la Révolution française et qu'on a eu des principes libérateurs d'émancipation personnelle. L'émancipation, c'est à chaque fois pour les gens qui arrivent à s'émanciper, le mois décolonial, ce sont des nègres de maison. Je suis une nègre de maison pour ces gens-là. Donc, ça veut dire que lorsque vous vous émancipez, lorsque vous écrivez des bouquins, lorsque vous faites votre propre chemin, lorsque vous êtes affranchi, vous êtes un nègre de maison. Pour moi, je ne vois pas de différence entre être traité de nègre et de nègre de maison. On est traité de nègre de maison, et je vais continuer peut-être, je file la métaphore, parce qu'on veut nous mettre justement pas dans une maison, mais dans une case. C'est ça le mois décolonial. Et ensuite, bon, évidemment, on sait que ces réunions en non-mixité qui excluent ou qui demandent aux Blancs de se taire sont profondément racistes. Le racisme n'a pas de couleur de peau. À partir du moment où la race est mise au centre et à partir du moment où vous êtes dans une injonction de vous taire, c'est intolérable. Donc, pour moi, ça va être un véritable enjeu, notamment pour nos jeunes. Mais à mon sens, c'est ce qui est déjà dans le programme,
cette bataille contre les discriminations et les injustices, travailler avec les jeunes depuis le plus jeune âge, notamment dans leur capacité à discerner les choses, leur capacité à s'exprimer, à avoir accès à leur propre langage, à avoir accès à leur intimité, et puis les accompagner dans ce qu'est le dialogue et le débat contradictoire. Ne pas être d'accord, c'est notre droit le plus précieux dans une démocratie. Et puis leur faire comprendre que l'hystérisation des réseaux sociaux, avec ces boucles jour et nuit, ne permet pas finalement leur esprit critique et de les élever. Je pense qu'on va prendre peut-être des questions, parce que là, je ne sais pas du tout au niveau du temps, mais je voulais juste vous raconter cette histoire et ce pourquoi je m'engageais auprès d'Emmanuel Macron pour cette campagne présidentielle. Voilà, ça y est. Bien. Alors, on a plusieurs micros. Alors, je pense que pour les réponses, on va rester par là, nous. Mais par contre, est-ce que quelqu'un peut m'aider à distribuer le micro? Super, merci beaucoup, Robin. Alors, moi, j'avais une question, mais peut-être que vous en avez, et on va passer les vôtres en priorité, parce que j'ai déjà eu le privilège de m'exprimer très largement. Y a-t-il des questions dans la salle? Oh, je vois qu'on est timide. La première question est toujours compliquée, et puis après, on n'arrive pas à toutes les prendre. Alors, je vais poser la mienne, puisque vous êtes timide. Moi, j'entends dans les débats politiques de cette campagne, mais même avant cela, des penseurs, des écrivains, mais aussi des hommes politiques parler de démocratie multiethnique, de créolisation de la société. Je voulais savoir quel regard vous portez sur ces qualificatifs et quel pourrait être le chemin en France pour vivre paisiblement notre diversité au sens le plus noble du terme, je vous ai bien entendu, ensemble, dans un avenir proche. Voilà, une question qui me paraît importante puisqu'on entend plein de mots. Et finalement, comment on peut parler de cela? Est-ce qu'il y a d'autres? On peut faire une série ou alors elle embarque sur le... Voilà, ça y est, c'est parti. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir. J'avais une question, comment dirais-je, peut-être plus terre à terre, peut-être que les concepts que vous nous avez exposés, mais je m'interroge sur le lien entre, on va dire, les problématiques de racisme et les problématiques de manque de mobilité sociale. On sait très bien que dans notre pays, on a quand même des problématiques de ce qu'on appelle l'ascenseur social couramment, hein, qui fonctionne, je dirais, pas très bien. Et donc, la preuve. Oui, et puis donc une source de discrimination. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle, si je puis dire? Merci. Une question là-bas. On prend une petite rafale comme ça, vous pouvez après organiser votre réponse. Quelqu'un peut demander la parole avant. Il y avait la dame d'abord. Oui, moi, ce n'est pas une question, c'est une intervention. Il y a 10 ans, dans cette salle, on a fêté le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et à cette époque, on avait regroupé des pieds noirs, comme moi, d'origine, des militaires, enfin, des Algériens. Et je me demande si, en fait, Benjamin Stora, qui avait participé à cette manifestation, n'a pas eu l'idée de la proposition qu'il a faite à Emmanuel Macron. Et si je parle de ça, c'est parce que je pense que de reprendre le rapport de Benjamin Stora par Emmanuel Macron, je pense que c'est contribuer, construire, développer le pacte républicain. Bon, pour moi, la créolisation, c'est surtout le mot et la philosophie d'Édouard Glissant, cette philosophie de la relation
qui vous permet justement, dans la relation, de transformer votre identité. La créolisation, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question que lorsque vous êtes en relation, l'autre vous change un petit peu. Et c'est une question d'ouverture au monde. La créolisation, pour Édouard Glissant, a pris l'exemple des Antilles d'où il venait. Les Antilles, après le chaos de l'esclavage, après ce crime contre l'humanité. Et c'est ça la créolisation. La créolisation, nous l'avons vécue en période Covid. Nous la vivons aujourd'hui avec l'Ukraine, en période Covid. Pour sortir de cette pandémie, pour tenter de trouver la meilleure solution, nous sommes obligés de parler avec les États-Unis, avec l'Inde, avec l'Angleterre, avec l'Afrique du Sud et autres, avec Israël, pour tenter de trouver cette solution. Dans la relation, nous nous mélangeons. Donc évidemment, on entend créole, alors on pense connaître ce mot, on ne le connaît pas. Je n'aime pas trop le mot multiculturel parce qu'en fait, nous avons plutôt une culture qui est traversée, une culture très forte qui est celle de notre héritage des Lumières républicains et humanistes universalistes, extrêmement riche avec ces principes-là fondateurs. Donc, c'est plutôt réapprendre ce que c'est qu'être de ce pays-là, pourquoi sur ce sol-là et pourquoi, grâce à ce principe de laïcité pour lesquels il faut se battre absolument, nous pouvons vivre avec l'autre en soi. Et lorsque l'autre est attaqué, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, on doit se lever, se mettre debout, parce que nous sommes tous concernés par ces injustices-là. Il n'y a pas que les concernés qui doivent se lever par rapport à ces injustices-là. Ensuite, sur la question de l'ascenseur, mon existence est là d'être debout devant vous, prouve quand même l'inverse. En revanche, c'est vrai que les discriminations existent. Et que ce qu'il s'agit de mettre en œuvre là, c'est véritablement une égalité territoriale, que sur tous les territoires, les personnes, les citoyens aient accès aux services publics, quels qu'ils soient, à une protection aussi, quelle qu'elle soit, mais aussi l'ascenseur social, il faut le prendre en fait. Souvent, je crois qu'il y avait une expression qui disait la main qui va t'aider se trouve au bout de ton bras. Ça, c'est quand même on est en France dans cette logique-là. Il ne faut pas oublier les deux. D'un côté, il va falloir faire des choses, effectivement, pour une justice sociale et que, dans le cadre des formations, les gens puissent avoir accès à des formations hyper fortes pour trouver un travail bien, correct. Et au fond, ce qui se passe, si on n'est pas main dans la main, on n'en parle pas souvent, mais c'est nos solitudes aussi qui sont criantes. Et le pacte républicain s'est appliqué une vraie philosophie des Lumières, de la relation, pour pouvoir nous appréhender et pour pouvoir faire cette République une et indivisible. Voilà. On va prendre peut-être encore 2 questions, parce qu'après, il se fera tard. Donc, une de ce côté et monsieur. Merci. Merci pour la parole. Je m'appelle Anne Lemba. Je suis fanatique d'Émilie Chalas. J'ai fait sa propagande. Bon, chez nous, on appelle propagande, c'est un mauvais français. Je soutiens sa... comment on dit? Je soutiens sa candidature depuis 2017 et en même temps celui de notre cher président Macron. Je commencerai par féliciter madame. Vraiment, vous deux, je vous félicite, puisque quand vous parliez là, je réfléchissais à moi-même, je me disais, mais ces discours, nous sommes ici presque
déjà les convaincus. Il n'y a pas moyen que vous alliez parler aux non-convaincus. Par exemple, j'ai pensé tout de suite à la faculté des Sciences Po, où je suis passée ici à Grenoble. Ils aiment des discours comme ça, comme ce que vous venez de présenter, vous deux là. C'est vraiment très touchant et ça fait transformer la personne. Vraiment, je vous félicite, madame, pour votre engagement et votre livre Racé, et je chercherai à lire. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a moyen, vous avez parlé des bourreaux et des victimes, est-ce qu'il y a moyen de réconcilier ces bourreaux et les victimes un jour ici en France? Puisque, je ne sais pas, j'habite, j'ai fait la politique chez moi, je suis cabindaise, donc angolaise, mais j'ai vécu et je suis mariée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai été plusieurs fois candidate aux élections locales, aux élections nationales. Bon, j'aime beaucoup la politique et je suis passée un peu, j'ai fait les études économiques, je suis passée un peu par les Sciences Po ici. Beaucoup de réflexions me viennent quand quelqu'un parle, comme vous. D'abord, j'ai pris les affiches, je vais vous faire rire. Quand j'ai pris les affiches chez Robin, je voulais afficher, je suis partie pour afficher. Je n'ai même pas remarqué que vous étiez noir. J'ai affiché, j'ai des affiches chez moi, mais c'est seulement ici, dans cette salle, quand vous avez commencé à parler, que je me suis rendu compte que vous êtes noir. Je n'ai pas regardé ça, ça ne m'a pas intéressé. Vraiment, je vous dis la vérité, même mes enfants peuvent témoigner. Je n'ai pas regardé que vous étiez noir. Et c'est un grand plaisir d'avoir une noire aussi brillante. C'est un honneur. C'est pourquoi je voulais demander, vous voyez, je suis dans un quartier qui s'appelle Arlequin, ici à Grenoble, et tout le monde connaît. C'est un quartier chaud. C'est un quartier chaud, c'est là où se passent des choses extraordinaires qui sont un peu républicains. Par exemple, il y a des groupes, des guetteurs, des ventes, je ne sais pas, des ventes, des histoires non recommandées, et il y a toujours des guetteurs en bas. Il y a toujours, c'est un quartier que la police n'arrive pas souvent puisqu'elle a peur. Donc, c'est un quartier un peu, je ne sais pas, je peux dire entre guillemets, abandonné. Puisque moi, je parle souvent avec ces garçons-là qui font ça, qui vendent de la drogue, qui font des histoires comme ça, qui guettent. Je discute avec eux, je leur demande, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous faites peur aux gens? Ils disent que non, ils nous fuient. Les autorités ne veulent pas venir chez nous pour nous écouter, ils nous fuient. J'ai commencé l'année avant là, il y a 3 ans, j'ai parlé à Robin et à Émilie Chalas. Elle a commencé à fréquenter aussi ces garçons. Ils sont très contents. Il est maintenant l'ami de ces garçons. Ils sont très contents. Chaque fois, on me demande, est-ce qu'Émilie est là? Est-ce qu'Émilie est venue? Est-ce qu'Émilie va venir? Vous voyez, ils ont besoin de contacts, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Comme vous avez dit, comme madame a dit, on est nés, certains sont nés ici, certains ont grandi ici, nous sommes arrivés. Nous aimons la France, nous voulons être avec les Français, nous voulons faire comme les Français. Et on distribue aussi la culture. Nous sommes tous humanitaires, on est des humains. Il n'y a pas de race à distinguer. C'est pourquoi moi, ces complexes-là, je n'en ai pas. En tout cas, même mes enfants, je les éduque comme ça. Donc, je voulais vous dire que j'ai les soucis de mon quartier qui s'appelle Arlequin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire puisque c'est un quartier qui est habité par les Arabes et les Noirs, disons-les, les Arabes et les Noirs. Et c'est un quartier qui ne participe pas tellement aux élections. Émilie m'a dit que la fois passée aux élections, il y avait seulement 2 personnes qui ont voté. J'étais fâchée, j'étais découragée quand j'ai entendu
cette Ouais, réponse. c'est la Villeneuve de Grenoble, le Oui. discours de Sarkozy 2010. Ouais, Oui, merci, c'est ça. c'est un témoignage très juste. Alors, moi, j'ai dit, je vais faire un effort pour mobiliser les gens qui ont... Il y a les gens qui sont français, qui ont les droits de voter, mais qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai dit, mais ils sont nombreux. Aujourd'hui, j'ai amené un pasteur ici. Je lui ai demandé, je suis partie dans son église, puisque chez nous, en Afrique, au Congo, quand on fait des élections, on va dans des associations, dans des églises, dans des milliers comme ça pour chercher les gens pour nous voter. Alors, moi, je voulais faire ça ici. Je suis partie le dimanche passé à l'église des pasteurs. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez des Français ici qui peuvent voter? Le pasteur qui m'a dit, beaucoup. Je suis partie encore dans une autre église. Est-ce que vous avez des Noirs ici qui sont Français qui peuvent voter? Oh, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'ils votent? Oh non. Pourquoi ils ne votent pas? C'est pourquoi je suis en train d'étudier ces cas-là avec Émilie. Je lui ai dit, si on peut se rencontrer, voir un peu. Ce n'est pas trop tard. Est-ce qu'ils se sont inscrits? Oui. Mais les jours de vote, ils n'iront pas. Donc, ils se sentent exclus. Pourquoi ils doivent continuer à se sentir exclus? Puisqu'ils sont nés ici, ils profitent de tout ce qui est les biens de la France, mais pour aller donner les droits civiques, pour aller encourager les responsables qui doivent nous diriger, ils Ma ne chère Anne, participent pas beaucoup. je connais ta passion. Oui, c'est ça. Je connais ta passion. Et je crois que Rachel Kahn a entendu le point sur la participation citoyenne et sur la situation sociale des quartiers. Merci de ton témoignage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a bien pris le point, ma chère Anne. Merci. La dernière question. La réponse sera du coup condensée, Rachel, pour qu'on puisse vous libérer. Oui, je sais que c'est un témoignage toujours enrichissant. Vous avez la parole. Bonjour. C'est bon? Une question sur la laïcité et le sport. Que pensez-vous du fait que la récente loi sur le sport n'ait pas été jusqu'au bout en interdisant les signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives, sachant qu'ici, on a la publicité dans un sens tout à fait contraire. Donc, comment expliquer que cette loi ne soit pas d'aller jusqu'au bout dans ce domaine? Merci. Oui, voilà. Ouais, je pense que... Sur la partie plus législateur, je me permets de répondre partiellement. Après, évidemment, si vous voulez compléter sur le fond, il n'y a évidemment aucun problème. En fait, je vous raconte l'histoire. C'est une proposition de loi sur le sport qui a été portée par des députés de la majorité, qui a fait des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le groupe du Sénat, pour ne pas les nommer les Républicains, ont eu la très mauvaise idée, dans un texte qui parle du sport de façon universelle, non stigmatisante, d'introduire un amendement qui viendrait dire et poser assez simplement un principe sur lequel je suis d'accord, de dire non au port aux signes ostentatoires, et notamment le foulard, le hijab, puisque c'est le hijab qui est en question, dans les compétitions internationales. Sur le fond, je vous le dis droit dans les yeux, je suis parfaitement d'accord avec cet amendement. Mais dans la forme, on ne peut pas dénaturer un texte qui porte sur le sport et ne voir que par le prisme de cet amendement tout l'intérêt et le portage de ce texte. Donc, notre majorité à l'Assemblée a dit le sujet sur le hijab dans le sport n'est pas le sujet du texte. Ce texte dit d'autres choses. Ça n'est pas la place de cet amendement. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a un regard sur les amendements qui sont portés par les députés et l'Assemblée, les deux assemblées peuvent d'ailleurs juger cavalier, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le schmilblick du texte, une nouvelle proposition et le Conseil constitutionnel derrière le supprime. Donc nous avons pris nos responsabilités comme toujours avec ce risque d'incompréhension que vous évoquez, monsieur, mais qu'on assume et qu'on explique sur le sujet du texte et le sport, ce n'était pas l'enjeu du voile. Deuxième niveau de réponse, il se trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie de la part des oppositions, bien plus que de la nôtre. D'abord parce qu'on a voté le texte séparatisme, ensuite parce qu'Emmanuel Macron, accompagné par Rachel Kahn et de nombreux autres, sont très clairs sur le sujet de la laïcité et de l'universalisme, et ensuite parce que j'ai perdu le fil, mince, la démonstration, excusez-moi, tac, oui.
Merci. Ça me laisse du répit pour le fil de ma démonstration. Et ensuite, parce que donc c'est pas le fondement du texte, c'était sur le sport. Et si vous voulez, aujourd'hui, on fait croire, voilà, c'était les oppositions qui avaient manœuvré. On fait croire aujourd'hui que la majorité a dit non à l'interdiction du port du voile. Or, la Fédération française de football a très clairement dans ses statuts et dans son règlement intérieur interdit le port du hijab. Donc, il n'y a pas de sujet. Il y a différents niveaux d'interdiction. La loi ne peut pas tout, ça ne vous aura pas échappé. Il y a aussi des règlements nationaux, il y a aussi des règlements de fédération ou d'institutions qui font que telle ou telle disposition s'applique. Donc, aujourd'hui, soyons très clairs, les matchs de football portés par la fédération en compétition, le hijab est interdit. Il n'y a pas besoin de le préciser dans la loi, c'est aujourd'hui interdit. Donc, un amendement sur lequel je suis d'accord est déjà en fait en application pour la fédération de football. Par ailleurs, et pour aller plus loin, et parce que c'est ma façon de penser, et il faudra voir comment les choses se présentent dans les années à venir, si le président de la République est réélu, moi je suis convaincue qu'il va falloir réaffirmer les choses dans une loi prochaine sur ces enjeux pour clarifier à l'échelle de la loi le sujet de la laïcité et le sujet notamment et principalement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que la question que pose le hijab, comme le burkini à Grenoble, puisque vous l'évoquiez à mi-mot, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ceux qui font le prosélytisme du voile ou du hijab le portent sur le sujet de la laïcité pour essayer de nous coincer. Mais en disant la laïcité inclusive, vous savez, on qualifie la laïcité. Mais portez-le sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Y a-t-il un sexisme inclusif? C'est beaucoup moins glamour. Donc, il faut poser les sujets sur les bonnes thématiques. Et le sujet du hijab et du burkini sont des sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. Et croire que ce sont les femmes qui doivent se cacher du regard des hommes et non pas les hommes qui doivent se tenir, quelle que soit la tenue de la femme, est anti-républicain. C'est ça le sujet. Voilà. Juste pour rebondir et avoir malheureusement rappelé qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les petites filles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Le tissu, je ne veux pas avoir l'air trop stratosphérique, mais c'est vrai que nous avons un tissu, normalement, dans le sport, une équipe qui doit se retrouver ensemble. Et ce tissu-là, pour la cohésion, je parle de l'équipe, mais aussi dans les établissements pour qu'on puisse faire ce tissu nous coupe les uns des autres et les unes des autres. Après, c'est vrai que pour la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais ancienne sportive de haut niveau, mais si, là, la question, c'était le foot, parce que le foot, je pense qu'il y avait une dimension un peu populaire. Mais imaginons, on va bientôt avoir les Jeux Olympiques, imaginons que nous ayons à coacher une équipe féminine de natation synchronisée en burkini. C'est-à-dire non mais, puisque là, on est dans un délire, oui. Donc, c'est-à-dire on arrive à des choses par rapport au réel qui ne sont pas possibles et qui ne sont pas tolérables. Bon courage aux juges pour donner les notes. Ensuite, sur la question de la démocratie, là, il y a le vrai enjeu là, du pacte citoyen et de la démocratie et de la citoyenneté. Vous avez entièrement raison, c'est à la fois des droits et des devoirs. Et ce qui est assez étonnant sur le vote, c'est que c'est les deux, c'est à la fois un droit et un devoir. Et ça, il va falloir effectivement, c'est un impératif de faire comprendre de l'urgence en fait démocratique aujourd'hui. On a vu que les dernières élections, en termes d'abstention, c'était aussi une catastrophe. Et puis enfin, il y a toute une partie dans le programme du candidat sur les questions, puisque le droit à la sûreté fait partie de nos fondamentaux aussi dans ces quartiers-là, des dispositifs mis en place avec une modernisation et surtout des accompagnements beaucoup plus musclés, en tout cas en termes de nombre de moyens pour les forces de l'ordre sur le territoire français.
Mais je le disais tout à l'heure, les questions d'aménagement du territoire, d'équilibre territorial, de justice territoriale, si on veut créer un espace uni, elles sont majeures. Enfin, juste, je pense qu'on va arriver à... En fait, on aurait pu en échanger vraiment à l'infini sur ces sujets-là. Moi, ça me passionne parce que c'est vraiment les grandes et les petites choses, quoi, de la grande histoire à nos petites histoires intimes. Vous dire deux choses. Sur les questions de ces dogmes, en fait, décoloniaux, on n'a jamais dit, il faut le dire, on n'a jamais dit woke de la soirée. C'est vrai. Je suis admirative. Bah oui, absolument. Parce que quand on dit woke, tout de suite, facho. Ah oui, non, bon, en tout cas. Ah, d'accord. Donc, sur la question, en fait, du langage et sur la question woke et sur la question, en fait, décoloniale et sur la question des discriminations et toutes ces questions-là, moi, je n'oublie pas et je ne regarde pas ailleurs par rapport aux souffrances individuelles. Vous savez, quand... bon, moi, j'ai eu la Shoah, ma maman a été cachée, elle est née en 1940, elle a été cachée pendant la guerre. Elle a retrouvé ses parents, elle avait 6 ans. Donc, ma mère, en fait, elle m'a, l'air de rien, elle m'a transmis cette souffrance-là. Mais après la Shoah, même si c'était bon, l'innommable, l'intolérable, hein, il y a eu un accompagnement, notamment un accompagnement avec des médecins et avec des psychologues. Et il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de livres. Vous parliez de Benjamin Stora, de gens en fait qui ont écrit sur la Shoah. Mais effectivement, aujourd'hui, Benjamin Stora, en fait, on aurait besoin de beaucoup plus d'accompagnement aussi psychologique. Parce que la souffrance, j'ai rigolé sur le mois décolonial, mais la souffrance, on ne peut pas la nier. La souffrance, elle est réelle. Après, ce qui est détestable, c'est juste de pointer du doigt notre État en disant qu'on est en Alabama en 1950. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, les gens n'arrivent pas à mettre des mots sur leur souffrance et des mots sur les inégalités. Et je pense qu'il va falloir le faire avec les jeunes générations et parler de ces traumas dans les non-dits et dans ces silences. Et enfin, vous parlez de la langue française et de l'espace francophone. Parce que par rapport à toutes ces questions-là, on a vraiment un enjeu. Donc, le candidat est très attaché en fait à cet espace francophone et très attaché à cette langue française. On a un espace qui va du Québec, Belgique, l'Afrique, un peu partout dans le monde. Et je pense que sur la question de réparer nos identités en mouvement, cet espace peut être un dessin majeur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'était un échange passionnant. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir à Grenoble. Merci pour ces mots qui résonnent. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette campagne présidentielle. Et pour les amis et les proches, à très vite aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et bon retour chez vous.